il est professeur de Rennes. On a travaillé ensemble quand j'étais maître de conférence à Rennes, donc c'est plus d'une dizaine d'années. Ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus, ouais, déjà. Wow. 15. 15? Oh, wow. Donc, Benoît travaille sur tout ce qui est ingénierie dirigée par les modèles, le langage logiciel, la vérification et validation de systèmes logiciels et tout ce qui est système cyberphysique et informatique. Et donc, il est invité présentement à McGill euh, pour, euh, pour 6 semaines. Donc, sentez-vous à l'aise, si vous voulez développer des collaborations, il est là pour ça. Et puis, ça nous fera très plaisir donc, nous parler des jumeaux numériques. Super. Ça va la introduction? Très bien, merci beaucoup, c'est super, un grand merci. Et bonjour à tous. Merci encore Nawel pour l'invitation, ça me fait super plaisir de venir vous présenter aujourd'hui quelques-uns de nos travaux. Et donc effectivement, comme Nawel l'a dit, moi je suis là pour 6 semaines, donc le but c'est de rencontrer un maximum de gens, et donc c'est super de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Et puis surtout, si vous avez à un moment donné un point d'accroche sur des sujets que vous voudriez discuter plus longuement ou autre, c'est avec grand plaisir. Enfin, moi, je suis effectivement à McGill, mais je suis plus largement à Montréal. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler avec les différents groupes autour de l'ingénierie logicielle, mais également ingénierie système. On va en reparler aujourd'hui avec l'exposé d'aujourd'hui. J'ai démarré en français parce que Nawel a fait l'introduction en français. Est-ce qu'on reste là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Je parle en français ou... Ouais. À l'UQAM, on parle en français. C'est ça, non, je me doutais, mais je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas de problème pour quiconque. Par contre, mes slides seront en anglais. Je suis désolé, j'ai fait beaucoup de reuse. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, les slides sont en anglais. Et puis, pour le coup, je peux possiblement faire quelques anglicismes à des moments en utilisant du vocabulaire un peu anglais. Ça peut m'échapper, donc je vous prie de m'excuser par avance. Et donc déjà, je me présente très rapidement, hein. Donc, je suis professeur à l'Université de Rennes. Je co-anime une équipe d'ingénierie logicielle et d'ingénierie système qui est à la fois commune à l'IRISA, qui est une CNRS, et au centre INRIA de Rennes. L'INRIA étant un centre national dédié aux sciences du numérique, et sur lequel on a un assez gros centre sur Rennes. Alors, je ne vais pas vous faire le pitch de Rennes. A priori, certains d'entre vous ont déjà rencontré mes collègues la semaine dernière, qui étaient en visite, entre autres, ici à l'UQAM. Mais très rapidement, ça fait un gros site. Ça fait le plus gros site français. Enfin, si on regarde sur un seul site, évidemment, à Paris, il y a plus d'informaticiens qu'à Rennes, mais divisé sur plein de sites. Vraiment, à Rennes, on a la chance d'être tous sur le même site et ça fait en gros 1 millier de personnes. Il y a 5 à 600 permanents et le reste étant des non-permanents. Donc, dans les non-permanents, les doctorants, les postdoctorants, les ingénieurs de recherche. Donc, ça fait vraiment un gros site, mais qui représente aussi l'intégralité des sciences du numérique. Donc, par exemple, sur ce gros site, on a une grosse cinquantaine d'équipes. Et nous, on est une de ces équipes-là et on est la seule à faire de l'ingénierie du logiciel et des systèmes complexes. Et donc, il y a plein d'autres domaines qui sont représentés à l'IRISA. Et donc aujourd'hui, sur le sujet que j'ai souhaité vous évoquer, c'était autour des jumeaux numériques. Et au-delà de qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique, ce qui nous intéresse en tant qu'ingénieur logiciel, c'est comment le construire et donc comment ingénierer ces jumeaux numériques. Alors avant de rentrer dans le détail, juste une présentation un peu plus détaillée de l'équipe diverse. Donc l'équipe diverse, comme je disais, est commune à l'INRIA et à l'IRESA. Et tous les permanents au sein de l'équipe. Donc on est une assez grosse équipe, on va dire une quarantaine de personnes, dont 13 permanents. Sur les 13 permanents, il y en a 12 qui sont soit chercheurs, soit enseignants-chercheurs. Et puis on a la chance également d'avoir un ingénieur INRIA permanent dans l'équipe et tout ce monde-là a un background assez fort dans ce que l'on appelle l'ingénierie dirigée par les modèles. Je redétaillerai un tout petit peu par la suite, mais l'idée est vraiment d'avoir ce souci des abstractions que l'on utilise au quotidien quand on construit du logiciel et comment, sur la base de ces abstractions, on peut essayer de faire un certain nombre d'automatisations, à la fois pour raisonner sur le système, donc pour valider et vérifier, ou pour construire même le système à travers des approches de génération de code ou autre. Et ça, on l'applique alors à des systèmes logiciels, alors des systèmes logiciels qui viennent plutôt du web, du cloud. On l'applique aussi à des systèmes cyberphysiques, donc où il y a une partie logicielle, mais également une partie physique. Et puis plus récemment, depuis 5-6 ans maintenant, de plus en plus, on travaille dans le calcul scientifique. Donc on regarde aussi comment on construit du calcul scientifique, quels sont les bons langages
pour développer du calcul scientifique, comment on peut simuler du calcul scientifique de manière efficace, etc. Parmi les spécificités un petit peu de l'équipe, donc on combine des approches scientifiques à la fois déductives et empiriques, mais avec beaucoup d'empirique dans l'équipe. On fait beaucoup d'expérimentation. Toutes nos recherches sont dirigées par des problèmes que l'on est capable de, à un moment donné, observer. Et donc, on fait beaucoup d'expérimentation sur des cas industriels pour essayer d'observer un certain nombre de problèmes, d'en extraire ces problèmes-là et ensuite essayer de travailler à trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, on fait beaucoup d'expérimentation. On fait beaucoup de développement pour essayer un peu de mettre en pratique nos solutions. Et en particulier, on fait quasiment intégralement du développement open source et du développement open source qu'on fait en grande partie dans le contexte de la Fondation Eclipse. Alors pourquoi la Fondation Eclipse? Parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de dynamique entre l'académie et l'industrie. Et donc, c'est un lieu où, à la fois, il y a plein d'événements sur lesquels on peut transférer nos idées ou collaborer avec nos partenaires industriels, mais également parce qu'il y a une gestion de la propriété intellectuelle qui est plutôt favorable au fait de transférer nos idées par le fait que les industriels peuvent s'approprier le code que l'on produit et le réutiliser dans des outils propriétaires s'ils le veulent. Et donc, c'est par exemple pas contaminant d'un point de vue de la presse. Et donc, on a une grosse activité contractuelle. Alors, une grosse activité contractuelle, évidemment, pour financer nos recherches, mais j'ai envie de dire, c'est presque pas le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est d'en sortir des problèmes. Dit autrement, si demain on n'a plus de collaboration industrielle, on n'a plus de problème, on peut prendre une carte de pêche et aller faire autre chose, mais ça va limiter vachement la dynamique que l'on a dans l'équipe et puis les actions de recherche que l'on mène. Donc, on met beaucoup d'efforts à entretenir et à développer nos relations industrielles et donc à avoir des contrats avec nos partenaires pour pouvoir s'alimenter de ces problèmes-là et puis ensuite essayer de transférer les résultats de ces recherches-là. Et donc ça se fait, alors historiquement, on avait beaucoup de projets européens et puis là, il se trouve que temporairement, c'est un peu par vague et en ce moment, on travaille beaucoup par contrats bilatéraux directement avec les industriels. Alors ça pour plein de raisons différentes, hein, parce que l'école européen des fois ne fit pas tout à fait exactement ce que l'on veut faire, ou parce que pour les industriels, des fois c'est beaucoup plus pragmatique et efficace finalement d'aller à travers des collaborations directement bilatérales. Alors, comme je vous disais, on a tous un background en ingénierie dirigée par les modèles. Alors, pour un peu essayer de poser ce contexte-là et ce background-là, j'ai un slide qui décrit l'ingénierie dirigée par les modèles. Donc, ingénierie dirigée par les modèles en un slide. Pour nous, c'est quoi? Bah, c'est le fait d'adresser des systèmes complexes. Déjà, il faut qu'il y ait une certaine complexité dans les systèmes que l'on adresse. Alors, quand je dis système, c'est vraiment au sens large. On est ingénieur logiciel, donc les premiers auxquels on pense et sur lesquels on travaille sont des systèmes logiciels. Mais plus largement, donc, comme je disais, ça peut être des systèmes cyberphysiques, et donc avec une partie, entre autres, hardware, matériel dans nos systèmes. Et puis, ça peut être aussi des organisations complexes. Je pense par exemple aux architectures d'entreprise, aux processus métiers, etc. Où là aussi, on retrouve une certaine complexité, où on peut utiliser l'ingénierie dirigée par les modèles. Alors, dès lors qu'on a quelque chose de complexe, alors complexe pourquoi? Bah, parce que l'ingénierie dirigée par les modèles, en ma définition, c'est deux principes. Le premier, c'est la séparation des préoccupations. Et donc, s'il y a peu de complexité, il y a souvent peu de préoccupations, donc peu de séparation des préoccupations, d'où la nécessité quand même d'avoir quelque chose d'un peu de complexe. Et puis, quitte à séparer les préoccupations, on essaye de les adresser les unes indépendamment des autres avec les outils les plus adéquats pour les adresser. Et en particulier, derrière ces outils, il y a les langages que l'on utilise pour raisonner sur ces préoccupations-là. Et donc, à travers ces langages-là, il y a les abstractions que l'on va se munir pour pouvoir adresser ces différentes préoccupations. Donc, l'ingénierie dirigée par les modèles, c'est séparation des préoccupations et la capacité de capturer des abstractions qui vont nous faciliter le travail dans le traitement de ces différentes préoccupations. Alors, évidemment, sur le papier, c'est joli comme ça. À la fin, ce qu'on veut, c'est un et un unique système. Donc, évidemment, la grosse problématique dans l'ingénierie dirigée par les modèles, et ce qui anime la communauté maintenant depuis plusieurs décennies, ben, c'est le fait de pouvoir recomposer ces différentes préoccupations-là. Alors, une recomposition possiblement physique, au sens où on obtient un unique modèle complet de toutes ces préoccupations-là, ou une composition logique. On garde indépendant ces différentes préoccupations, mais on a les liens entre eux qui nous permettent de raisonner globalement sur le système. Et alors, pourquoi on veut recomposer ça? Ben ensuite, pour pouvoir automatiser un certain nombre de raisonnements. Alors, c'est des raisonnements qui peuvent s'appliquer directement là-dessus, au sens où on va pouvoir faire des analyses ou de la simulation de propriétés globales, donc des propriétés qui vont être transversales aux différentes préoccupations, que j'ai besoin donc de composer entre elles pour pouvoir raisonner dessus.
Et puis, je peux également automatiser des activités vraiment de développement, comme par exemple générer automatiquement une partie du code, généralement plutôt partie du code, mais générer automatiquement une bonne partie du code résultant. Voilà pour l'ingénierie dirigée par les modèles en un slide. Évidemment, c'est très abstrait et très rapide, mais c'était juste pour reposer un tout petit peu ce contexte-là. Alors, dans l'équipe, pour refaire un peu le côté temporel, et puis c'est un moyen aussi de montrer à Nawel tout ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Je pense que tu es parti, à ce niveau-là. Voilà. Donc, initialement, on était vraiment contributeur à la communauté ingénierie dirigée par les modèles, au sens où on a travaillé beaucoup sur comment construire les langages de modélisation, comment automatiser la manipulation des modèles que l'on construit avec ces langages de modélisation, donc tout ce que l'on appelle les transformations de modèles, pour toutes les finalités, les objectifs que l'on peut avoir. Et puis très vite, on a envie finalement de faire varier ces préoccupations-là, de manière à non pas construire un système, mais une ligne de produits de nos systèmes-là, dans la capacité comme ça facilement de construire différents variants d'un même système. Et donc on a beaucoup travaillé autour de la gestion de la variabilité. Donc ça, c'était vraiment historiquement ce que l'on faisait dans une équipe qu'on appelait même avant Diverse, qui s'appelait Triskel. C'était donc la période où Nawel était avec nous à Rennes. Et puis ensuite, on a un peu évolué sur moins contribuer à l'ingénierie dirigée par les modèles, mais plus l'utiliser comme un background, donc vraiment quelque chose qu'on avait tous en termes d'expertise, et puis une bonne connaissance des outils et des méthodes pour le mettre en place, pour finalement l'appliquer dans un certain nombre de contextes. Et dans un premier temps, déjà, on a essayé de pousser les modèles qu'on avait initialement plutôt en conception, c'est un peu comme ça que je vous l'ai présenté au début, on les a poussés jusqu'à l'exécution et donc essayer de voir comment ces mêmes modèles, on pouvait les utiliser à l'exécution. On parle de modèles at runtime dans la communauté. Et ces modèles à l'exécution sont utilisés pour raisonner sur le système lui-même, mais surtout sur l'environnement de ce système-là et possiblement prendre des décisions de reconfiguration dynamique de notre système. Et donc, c'était tous les travaux que l'on a fait sur les systèmes dynamiquement adaptables. Et puis ça nous amène, que ce soit en conception ou à l'exécution, à composer les modèles. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la composition de modèles. D'abord, de modèles plutôt comme on a l'habitude de manipuler en logiciel, qui sont souvent des modèles discrets, très souvent. Et puis, petit à petit, de plus en plus, avec le besoin d'intégrer des modèles continus, en particulier dès qu'on commence à adresser non plus des systèmes logiciels, mais des systèmes cyberphysiques, il y a une partie physique qu'il faut capturer. Et souvent, cette partie physique, elle est capturée aussi dans des modèles, mais qui sont des modèles plutôt continus. Alors, pour ceux qui connaîtraient, je pense à des modèles de type Modelica, MATLAB, ce genre de modèles-là. Et donc, il a fallu coordonner des modèles, cette fois-ci, pas que discrets, mais discrets et continus, voire même, plus récemment, pas mal de travaux sur la simulation multiphysique, où là, c'est de la coordination ou de la composition que de modèles continus. Donc, beaucoup de coordination, composition ou d'intégration de ces modèles-là. Et puis, finalement, tout ça, que ce soit des modèles à l'exécution, que l'on sait coordonner quand ils sont discrets, voire même quand ils sont continus, nous a amené petit à petit à intégrer tous ces travaux-là dans ce que l'on appelle aujourd'hui des jumeaux numériques. Et donc, c'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui, dans lequel on va retrouver un peu tout ce que je viens de vous introduire à l'instant. Alors, les jumeaux numériques, justement, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? Alors, qui a déjà entendu parler ici de jumeaux numériques? Beaucoup, non? Quelques-uns d'entre vous. Et est-ce qu'il y a des travaux à l'UQAM spécifiques sur autour des jumeaux numériques ou pas? Non? Je dirais même au niveau à Montréal, autour, on n'est pas très. Ah, tu as un collègue, Francis Bordelot, qui en fait quand même. À l'UTS, en plus. Vous allez voir, je cite quelques-uns de ses travaux. Donc, il y a au moins, je pensais au moins à Francis, mais je ne savais pas si plus largement il y avait d'autres travaux autour. Donc, a priori, pas trop. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? C'est un jumeau d'un système quelconque. Alors, un système soit ingénieré, qui peut être un système logiciel ou un système cyberphysique, voire même un système naturel, un phénomène naturel. Et donc, de ce système réel, on va essayer d'en faire une représentation digitale la plus en synchro possible et la plus représentative possible à travers un certain nombre de modèles qui vont venir représenter ce jumeau physique. On va parler de jumeau physique et de jumeau numérique. Et le couplage entre les deux peut avoir différents degrés. Ça peut être un couplage purement manuel, au sens où on observe un certain nombre de choses sur notre objet physique,
Et puis ça nous permet manuellement de créer un certain nombre de modèles qui le représentent. Et puis de ces modèles-là, on raisonne dessus, on prend quelques décisions d'optimisation ou de reconfiguration. Et puis manuellement, on vient appliquer ces décisions qui sont faites directement sur le système physique. Et puis, on peut progressivement aller vers une certaine automatisation de ce couplage-là. Dans un premier temps, sur la remontée d'informations, en mettant un certain nombre de senseurs de capteurs sur notre système physique, on va pouvoir capter un certain nombre d'informations sur le système lui-même et sur son environnement, et puis essayer automatiquement de remonter ça au niveau de notre jumeau. Et dans ce cas-là, le jumeau, on va plutôt l'appeler plutôt une ombre plus qu'un jumeau à part entière. Et donc, on parle de digital shadow. Et puis de ce digital shadow, ben, on va pouvoir raisonner, prendre des décisions et appliquer manuellement ces décisions-là. Et puis le jumeau numérique serait un peu le couplage le plus fort que l'on trouverait, où on a automatisé à la fois la remontée d'informations et la redescente. Donc je capte un certain nombre d'informations, je fais un certain nombre de choix, et puis ces choix automatiquement sont reportés au niveau du système physique pour être appliqués. Pensez par exemple à un plan qui peut être inféré à partir d'un planeur, et puis on envoie ce plan directement au système physique pour qu'il se reconfigure en fonction de ce plan. Alors, il y a cette terminologie-là, en fait, en pratique, et je dirais même dans la littérature, on parle de manière générale de jumeaux numériques. Et derrière ce terme jumeaux numériques, il y a différents degrés de couplage et on retrouve généralement ces différents couplages-là. Alors, si je reviens un tout petit peu sur l'histoire des jumeaux numériques, avant d'être numériques, ils étaient des jumeaux tout court. Et le terme a été initié par la NASA à l'époque où ils réalisaient des jumeaux, mais des jumeaux en fait physiques. Donc, ils réalisaient un jumeau physique d'un avion, par exemple. Et l'idée de ce jumeau physique, c'était de pouvoir le stresser sur un certain nombre de situations. Et donc, quelque part, de faire de la simulation hardware in the loop en le stressant sur des scénarios et de voir comment il se comporte vis-à-vis de ces scénarios-là. Alors, évidemment, ça coûte très, très cher. Donc, déjà, ce n'est pas toujours possible. On n'envoie pas des avions en l'air jusqu'à que ça vole. Hein. Et ça coûte très, très cher. Et donc, l'idée est d'essayer d'inverser depuis maintenant 2 décennies beaucoup la balance entre ce que l'on fait en hardware par ce que l'on est capable de faire d'un point de vue digital, parce que simuler un modèle, c'est quand même beaucoup plus simple et ça coûte beaucoup moins cher que essayer de simuler un bout d'avion dans un scénario très concret. Et donc, c'est de là qu'est né ce concept de jumeaux numériques, cette fois-ci. Donc, le fait qu'on a toujours une représentation, mais une représentation la plus numérique possible pour pouvoir raisonner d'un point de vue numérique sur notre système. Moi, donc je viens de Rennes, mais peut-être à l'accent, vous avez peut-être vu que je viens plus du sud de la France. Entre autres, je viens de Toulouse, je travaille beaucoup avec Airbus. Et donc, c'est vraiment l'évolution qu'a eu Airbus. Airbus a aussi cette notion de jumeau qu'ils appellent l'Iron Bird. Et l'Iron Bird, au départ, c'était qu'un jumeau physique avec toutes les commandes. Et puis, ils actionnaient toutes les commandes, ils stressaient ces commandes-là, et puis ils voyaient comment se comportait l'avion. Et puis, petit à petit, ils essayent d'inverser la balance en essayant de faire un maximum de simulations numériques. Donc, en fait, les numériciens arrivent avec leur modèle et puis se branchent sur l'Iron Bird et mettent tous leurs modèles. D'abord, c'est quasiment que des modèles, intégralement que des modèles. Et puis, petit à petit, on va enlever des modèles et puis on va mettre le hardware in the loop pour aussi valider le hardware parce que c'est quand même un système cyberphysique. Donc, il y a une partie physique qu'il faut aussi valider. Mais on a essayé de dérisquer un maximum de scénarios au plus tôt, uniquement d'un point de vue numérique. Alors, ceci étant dit, donc maintenant, c'est quoi un jumeau numérique? Un jumeau numérique représente un système. Donc, vu à ce niveau d'abstraction-là, ça paraît assez simple. En fait, ça soulève évidemment plein de questions. Alors, je vous en mets quelques-unes ici, puis on va essayer de les regarder quelques-unes d'entre elles par la suite de ma présentation. Mais quand on parle de un jumeau numérique qui représente un système, est-ce que c'est toujours un mapping 1 pour 1? Est-ce qu'on a toujours un seul jumeau numérique pour un système? Ça paraît pas super pertinent. Hein. Si le jumeau numérique est une représentation 1 pour 1 du système physique, c'est comme si je vous donnais une carte de Montréal à l'échelle 1. Vous voyez, ça ne va pas vous être utile beaucoup. Donc, évidemment, il y a un certain nombre d'abstractions qui doivent être faites dans les jumeaux numériques. Et qui dit abstraction, dit aussi séparer les préoccupations et donc de ne pas prendre en compte un certain nombre d'aspects. De la même manière, on peut se poser la question de est-ce que c'est toujours un jumeau numérique d'un seul système ou d'un ensemble de systèmes ou d'un système de systèmes. Donc là aussi, on peut se poser cette question-là. Et puis, représenter, on peut se poser un peu la question de qu'est-ce que ça veut dire finalement, représenter.
Et derrière représenté, il y a cette notion de modèle que j'ai évoquée. Et tout modèle, j'aime bien reprendre cette cote toujours, qui est tout modèle est faux et certaines peuvent être utiles. Il est utile que s'il a été construit dans un objectif donné. Et donc là aussi, il le représente, mais dans un objectif donné. Et donc si c'est dans un objectif donné, c'est possiblement pas pour les autres objectifs. Et donc ça milite aussi pour peut-être le fait d'avoir plusieurs jumeaux numériques. Donc voilà, ça pose toutes ces questions-là que je vais essayer d'aborder un tout petit peu par la suite. Alors, c'est la figure un peu complexe, je vais vous l'introduire au fur et à mesure. Donc ça, c'est le résultat d'un séminaire que l'on a eu il y a quelques mois euh, sur le campus de McGill, mais à la Barbade, sur les séminaires que l'on organise à Bellairs, qui était autour de justement la notion de jumeaux numériques. Et une des questions qu'on s'est posées finalement, c'est quoi la valeur ajoutée et les opportunités que l'on a derrière ce concept de jumeaux numériques? Parce que si j'en en restais là, finalement, à partir de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on pourrait juste penser à une boucle de rétroaction. Alors, cette boucle de rétroaction, finalement, on l'appelle comme on veut, hein. Ça peut être une boucle de contrôle, une boucle de contrôle-commande, une boucle de feedback. Quel que soit le nom, finalement, ça revient bien à avoir une boucle de rétroaction sur notre système. Alors, c'est vrai, mais il y a quand même une vraie évolution au cours du temps. Alors, c'est ce qu'on essaie de représenter ici. Donc, au cours du temps, on est parti de systèmes purement physiques. Hein, on avait des systèmes mécaniques, électroniques, etc. Et puis, petit à petit, on est arrivé à des systèmes cyberphysiques. Donc, le P, c'est pour physique et le S, c'est pour software. Donc, c'est quoi un système cyberphysique? Ben, c'est un système qui intègre à la fois des parties physiques, des parties matérielles, et puis une partie logicielle partie logicielle qui à la fois offre un certain nombre de fonctionnalités et puis par ailleurs offre aussi cette boucle de rétroaction que j'évoquais auparavant. Donc c'est ce que l'on voit au-dessus, où ce système cyberphysique il peut avoir, en plus de la partie logicielle qui est purement fonctionnelle, une partie vraiment plutôt de boucle de rétroaction pour venir par exemple reconfigurer dynamiquement le système en fonction de son environnement. Et puis, en fait, des systèmes physiques, de plus en plus, on va vers des écosystèmes, au sens où on a plein de systèmes cyberphysiques qui doivent interagir les uns avec les autres pour un objectif donné. Pensez par exemple à la ville intelligente, hein, c'est à la fois le système cyberphysique des bus, à la fois des bâtiments, à la fois, bon, voilà. Et donc tout ça, à un moment donné, ça doit s'intégrer dans un objectif commun. Et puis, dans cette évolution, on va de plus en plus vers des écosystèmes, pas que techniques, mais socio-techniques, au sens où il faut en plus prendre en compte l'environnement et en particulier les humains qui interagissent dans cet environnement. Ce n'est pas uniquement des utilisateurs, mais ils sont partie intégrante de l'écosystème dans lequel les systèmes à la fois cyberphysiques et humains interagissent les uns avec les autres dans un objectif donné. Et alors cette évolution-là, a posé quelques limites finalement aux boucles de rétroaction qu'on avait l'habitude de définir, qui étaient initialement directement intégrées dans le système. Et petit à petit, on a détaché finalement le système contrôlé du système qui contrôle. Et de quelque chose qui était vraiment tissé l'un dans l'autre, on en a fait cette séparation-là. Et cette séparation-là, elle nous donne un certain nombre d'avantages. En particulier, on peut déjà séparer les préoccupations et donc commencer à se dire, finalement, je peux avoir plusieurs jumeaux numériques pour un seul système ou un jumeau numérique pour plusieurs systèmes, vu que j'ai bien détaché le système contrôlé du système qui contrôle. Et puis, au-delà de ça, je peux avoir aussi une certaine uniformisation entre les systèmes cyberphysiques et puis les phénomènes naturels qui interagissent dans cet écosystème, en particulier les humains, au sens où je peux avoir un jumeau numérique de la même manière pour un système ingénieré, un système cyberphysique, que pour un phénomène naturel, par exemple l'humain et son comportement, etc. Et donc, le fait d'avoir cette uniformisation-là me permet d'avoir des jumeaux numériques qui me permettent de raisonner globalement sur les systèmes physiques et les phénomènes naturels dans lesquels ils évoluent dans leur environnement. Okay. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un système versus système contrôlé? Alors, typiquement, si vous voulez toujours, je continue avec ma ville intelligente. La ville intelligente, ça va être des jumeaux numériques à la fois du système de bus. Donc ça, c'est vraiment des systèmes purement cyberphysiques. Mais il va nous falloir coupler très certainement ça, si on veut être optimal, à des jumeaux numériques du mouvement de la population dans la ville. Et ça, finalement, ce n'est pas un système cyberphysique, hein, ce n'est pas quelque chose que j'ai ingénieré. Mais du point de vue du jumeau numérique, je ne peux pas venir mettre dans chacun des humains qui se baladent dans Montréal un bout de code qui va être la boucle de rétroaction qu'ils vont avoir en leur sein. Mais par contre, si je détache cette boucle de rétroaction d'eux, je peux très bien avoir un système qui va venir
capter de l'information sur eux. Donc, je peux capter les mouvements de personnes dans la ville, et puis de cette information-là, la coupler à celle des bus, et donc essayer de faire des optimisations à ce niveau-là. Donc, vraiment, le point important derrière un jumeau numérique, c'est ce détachement entre le système contrôlé et le système qui contrôle, et donc cette uniformisation que je peux faire à la fois sur des systèmes ingénierés et des systèmes naturels. L'autre dimension des jumeaux numériques que l'on retrouve dans la littérature, donc ça je m'appuie sur un des articles de nos collègues allemands qui avaient fait une littérature, une revue de la littérature sur les jumeaux numériques. Et ce que l'on observe, c'est qu'une autre propriété très forte, c'est que les jumeaux numériques peuvent être utilisés tout au long du cycle de vie de nos systèmes. Et pas uniquement au moment où ils sont en opération, donc dynamiquement pour les observer, mais en fait les mêmes jumeaux numériques peuvent avoir ce continuum de la conception jusqu'à l'exécution du système. Alors, évidemment, on ne se pose pas les mêmes questions, et donc ce jumeau numérique doit nous offrir des services adéquats en fonction de la phase du cycle de vie, mais ce cycle de vie, là, va pouvoir être supporté par les jumeaux numériques. Alors, c'est ce que vous voyez sur cette figure, où on part de la conception jusqu'à l'exécution du système. Et puis, on a là, la deuxième dimension passive-active, c'est est-ce qu'on fait que capter de l'information ou est-ce qu'on est capable, à partir du jumeau numérique, également d'actionner un certain nombre de choses sur le système, et dans ce cas-là, dit actif. Et effectivement, donc, dans la littérature, on retrouve plein de travaux qui parlent de jumeaux numériques en conception, et donc finalement, le système n'est pas encore conçu, donc, ce n'est pas vraiment le système en tant que tel qui est notre système physique, mais ce que l'on considère le système physique, c'est le système en cours de conception, c'est-à-dire toutes les simulations que l'on peut faire, etc. Et puis d'avoir un jumeau numérique par-dessus qui nous permet d'explorer l'espace de variabilité possible, l'espace de décision possible, l'espace de conception que l'on a, et puis comme ça, essayer de trouver une optimisation possible dans la conception du système que l'on fait. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, il y a de plus en plus, par exemple, d'outils de simulation d'outils physiques qui sont rebrandés qui sont redéfinis par, en fait, on a un jumeau numérique de conception de systèmes complexes. Et puis, ça peut même être actif. Par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine DAF aux Pays-Bas et j'avais jamais pris en compte le fait que, en fait, on voit plein de camions dans la rue, on a toujours l'impression que c'est les mêmes. En fait, ils sont tous différents. Tous les camions sont différents. Et par exemple, de l'usine DAF, il n'y a jamais deux camions identiques qui sortent de l'usine. Pourquoi? Parce qu'ils sont hautement customisables, customisables pour l'activité pour laquelle ils vont être utilisés par la suite. Et donc, ça veut dire que en conception, on va avoir le client lui-même qui va avoir cette capacité de customiser toutes les parties du camion. Et ça va être automatiquement envoyé sur les chaînes d'assemblage et de fabrication pour avoir la gestion de toute cette variabilité-là que l'on a sur les camions que l'on sort des chaînes de fabrication. Et donc, c'est incroyable à voir, ces énormes chaînes d'assemblage où on a l'impression que ce qui sort est toujours en fait la même chose. Et en fait, il y a une prise en compte de la variabilité par un jumeau numérique dans lequel on saisit toute la customisation, la configuration que l'on souhaite et qui est envoyée à toutes les machines des chaînes d'assemblage pour finalement aller prendre des pièces différentes, les monter un tout petit peu différents, etc., en fonction de la configuration que l'on souhaite. Donc ça, c'est à la conception, passif, uniquement où j'interagis avec mes outils de simulation, ou carrément actif, où je vais carrément envoyer des ordres à mes chaînes d'assemblage. Et puis, évidemment, le plus gros des travaux autour des jumeaux numériques sont quand même à l'exécution, soit uniquement pour raisonner sur des systèmes, très souvent pour raisonner sur des systèmes naturels, euh, parce qu'on a du mal à interagir sur un système naturel, le plus souvent. Et puis, quand c'est des systèmes ingénierés, là, souvent, on a une capacité d'actionner un certain nombre de choses dessus. Et donc, on peut aller jusqu'à, à partir du jumeau numérique, piloter des reconfigurations dynamiques sur ce système-là. Et puis, dernière figure un peu de cet article, juste pour vous montrer un peu dans la littérature où on retrouve des jumeaux numériques. Alors, juste pour vous dire, cet article est de 2022 et la notion de jumeau numérique dans la littérature scientifique, on en parle énormément depuis 5-6 ans, donc c'est quand même très très récent. Et donc finalement, en 2022, ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est pas où les jumeaux numériques sont pertinents, mais quels sont les domaines qui ont initié l'usage de ces jumeaux numériques avant que ça se répande plus largement. Dit autrement, cette figure-là, je pense que si on la refait dans 5 ans, elle sera très différente. Mais à aujourd'hui, elle nous permet de voir qui a vraiment été le fer de lance de ce domaine des jumeaux numériques
Et on retrouve tous les systèmes de production, de manufacturing. Et pour pas dire, une grosse partie de la littérature scientifique vient donc d'Allemagne. C'est vraiment un courant très, très allemand, cette notion de jumeau numérique, dans le contexte de l'industrie 5.0 et donc la capacité de piloter et d'optimiser des systèmes de production complexes. Mais petit à petit, on voit que bah, ça s'élargit en termes de domaine d'application. Et donc, on le retrouve dans un tas d'autres domaines d'application. Alors, les systèmes d'information eux-mêmes, les systèmes énergétiques, les systèmes de santé, les systèmes de construction, les systèmes de transport. Moi, je travaille avec eux, ils sont très, très peu matures sur cette notion de jumeau numérique. Mais c'est, par exemple, 2024, ils avaient décidé que c'était l'année du jumeau numérique et donc ils ont mis plein de moyens sur se poser même la question de qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de l'avionique d'avoir des jumeaux numériques, avec ce fait que c'est à la fois un moyen pour eux de mieux construire des avions, c'est à la fois un service qu'ils peuvent vendre à leurs clients. Et donc, voilà. Donc, vraiment, je le redis, cette figure aura changé dans 5 ans, mais ça permet à ce jour de se rendre compte finalement d'où viennent ces travaux. Alors, pour rentrer maintenant un peu dedans, parce que si on veut les construire, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à construire. Donc, j'ai parlé d'une boucle de rétroaction, et donc on la retrouve ici. Vous avez ici le jumeau physique et en haut le jumeau numérique. Et ce jumeau numérique, en termes de vocabulaire, donc il inclut à la fois des données et des modèles. Ces données sont soit des données live, soit des données historiques, et le tout stocké dans le fameux Digital Shadow que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et puis ensuite, on a un certain nombre de modèles. Alors, soit des modèles purement descriptifs, qui sont souvent une généralisation des données que l'on a collectées pour en inférer un peu d'informations et pour pouvoir raisonner sur le système, l'état courant du système. Et puis, à partir de là, on peut vouloir prendre des prescriptions d'actions à faire sur notre système. Donc, faire une planification dans un modèle prescriptif d'actions à faire. Et ça peut se faire de manière manuelle ou ça peut se faire à l'aide de modèles prédictifs. Donc, on utilise nos modèles prédictifs pour nous inférer un certain nombre d'actions à faire sur notre système. Et donc, avec quelques subtilités, comme on peut capter de l'information du système lui-même ou de son environnement, et puis on peut actionner des choses sur le système lui-même ou son environnement. Par exemple, si je veux baisser la température, je détecte que la température du corps est un peu trop élevée, je veux baisser la température du corps. A priori, je n'ai pas de bouton sur vous pour baisser la température du corps. Mais par contre, vous êtes dans un environnement où si j'ai de l'air conditionné, par exemple, je peux actionner l'air conditionné. Et donc, ça va indirectement baisser votre température du corps. Donc ça, c'est vraiment le schéma très, très générique. Et puis, donc, dans cet article-là, on montrait comment finalement ça se déclinait. Donc là, pas besoin de regarder dans les détails, mais c'est juste pour montrer que finalement, cette boucle de rétroaction, c'est à chaque fois systématiquement celle-là que l'on retrouve dans tous les domaines dans lesquels on construit à l'heure actuelle des jumeaux numériques, avec des objectifs un tout petit peu différents et des types d'informations et des types de modèles différents que l'on peut avoir. Mais on retrouve toujours cette boucle de rétroaction. Bon, ça j'en ai déjà parlé, je passe un peu vite là sur la partie Digital Shadow, mais donc un certain nombre d'informations qui sont collectées et qui sont stockées, des informations à la fois live ou historiques, en fonction de ce que l'on veut fournir comme service par la suite. Et puis de ces données, qui sont finalement des faits que l'on a collectés, souvent on veut pouvoir raisonner dessus et donc en inférer de l'information, et cette information, elle prend souvent la forme de modèles. Et donc là aussi, on peut avoir des modèles radicalement différents les uns des autres en fonction du type de système physique et puis du type de service que notre jumeau numérique éventuellement va fournir aux utilisateurs. Alors, ça a beaucoup démarré par la CAO et on a vu beaucoup de choses 3D. Et puis voilà, c'était bien, on pouvait regarder en 3D notre système et raisonner dessus. En fait, dans les faits, c'est pas souvent ce type de services-là qui sont attendus. Et donc, si c'était très démonstratif au début d'avoir ce modèle 3D, de plus en plus, on vient sur des modèles numériques, des modèles de simulation beaucoup plus classiques, qui sont vraiment en support à de la simulation multiphysique, de la prédiction, de la simulation de scénarios what-if, etc. Alors, dans les types de modèles, on retrouve des modèles, comme on a beaucoup l'habitude en ingénierie des modèles à avoir, que ce soit des modèles de structure. Je vais représenter mon infrastructure de ma ville intelligente, que des modèles de comportement. Alors, des modèles de comportement possiblement discrets, avec des machines à état qui nous montrent les différents modes dans lesquels on peut passer, ou des modèles plus continus, donc des modèles physiques qui vont venir capturer un phénomène physique de notre environnement. Et puis, donc, des modèles géométriques, comme je disais, et puis possiblement des modèles purement mathématiques. Et de plus en plus, donc ça c'était pour les modèles issus du Digital Shadow. Ensuite, on a les modèles prédictifs et les modèles prescriptifs dans notre jumeau numérique.
ce vers quoi on va, et donc ça, c'est un des gros challenges sur lequel pas mal de personnes dans la communauté travaillent actuellement, ça va vers une hybridation des types de modèles que l'on a. Donc, j'ai parlé beaucoup de modèles, mais en fait, il faut voir que c'est des modèles quand même assez radicalement différents. Donc, venant de l'ingénierie des modèles, on a beaucoup l'habitude de modèles type ingénierie système, comme on aurait dans du SysML ou même du UML si on parle au sens purement logiciel. À ça, il faut rajouter les modèles plutôt numériques, modèles plutôt continus, qui ont été établis depuis des décennies et des décennies dans le domaine scientifique du modeling and simulation. Et donc là, c'est tout ce qui est donc MATLAB, Simulink, Modelica, etc. Et puis, de plus en plus, des modèles prédictifs, souvent d'apprentissage machine. Et donc là, cette fois-ci, un raisonnement, là où on avait un raisonnement plus déductif ici, un raisonnement plus inductif ici, où on infère automatiquement de l'information. Et donc, le besoin d'hybrider, ça ne se dit pas vraiment, je pense, tout ça, alors parce qu'on parle toujours de modèles, donc ça paraît chouette, on se dit bah, tout ça c'est des modèles, c'est facile à combiner, mais en fait ils sont de nature radicalement différente. Et donc aujourd'hui, la question à laquelle on n'a toujours pas répondu, c'est quoi la théorie unificatrice à la fois de ces raisonnements inductifs et déductifs. Dit autrement, comment on est capable de combiner dans un certain nombre de scénarios à la fois l'usage de modèles prédictifs de type machine learning et des modèles plutôt analytiques. À ce jour, ça n'existe pas. Et ce qu'on observe dans les jumeaux numériques, c'est que certains services vont s'appuyer uniquement sur des modèles de machine learning, d'autres services vont s'appuyer uniquement sur des modèles de simulation analytique, mais on a très peu de services qui tirent parti vraiment de la combinaison des deux. Et donc ça, il y a plein de scénarios là-dessus, hein. Les scénarios étant par exemple utiliser un modèle de machine learning pour inférer les bons niveaux de fidélité de mes modèles analytiques à composer pour pouvoir faire une simulation analytique plus efficace, ou inversement, utiliser des modèles analytiques pour essayer de donner un peu d'explication à mes modèles d'apprentissage machine par lien avec les différents paramètres que j'ai. Donc on voit bien de la fertilisation croisée entre les deux, mais à ce jour, on n'a vraiment aucune théorie pour faire ça. Et donc, pourquoi nous, on se soucie beaucoup de ça? Bah, évidemment, l'ingénierie dirigée par les modèles, vu que j'ai beaucoup parlé de modèles, peut être employée pour essayer de construire tout ou partie de ces jumeaux numériques. Alors évidemment, de fournir tous les outils et les méthodes nécessaires pour manipuler directement ces modèles-là, mais en fait, on a aussi dans l'ingénierie dirigée par les modèles pas mal d'outils et de méthodes pour manipuler les données. Et puis, au-delà de ça, bah, il va falloir à un moment donné construire ces services-là, qui sont juste des composants logiciels comme des autres. Et donc, on peut essayer d'envisager de générer automatiquement tout ou partie de ces services-là. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose que je n'ai pas encore évoqué jusqu'à maintenant, qui est que si on a un jumeau numérique qui se nourrit d'informations du jumeau physique, bah, il va nous falloir une certaine connectivité entre les deux. Et cette connectivité, elle est possiblement arbitrairement complexe, au sens où je peux avoir déjà beaucoup d'hétérogénéité en termes de type de données, de protocoles pour les récolter, etc., de mon génie physique. Et puis le but, c'est pas de faire juste un mapping un pour un, que toutes mes infos du système physique, je les remonte au système numérique, mais au contraire de créer les bonnes abstractions qui sont pertinentes pour pouvoir ensuite raisonner dans mon jumeau numérique sur mon système physique. Donc cette connectivité-là, elle traite à la fois de l'hétérogénéité et du point d'abstraction que l'on a besoin pour être vraiment pertinent dans notre jumeau numérique. Et puis, évidemment, on n'a pas qu'un jumeau numérique. En fait, on a plein de jumeaux numériques. Et il va falloir aussi se poser la question de la composition de ces jumeaux numériques. Et donc, c'est quoi les interfaces multimodales qu'il faut qu'elles fournissent. Et donc, ça, c'est un slide que j'utilise toujours pareil avec Airbus pour raisonner autour de cette composition de jumeaux numériques. Si vous prenez le cas de l'avionique et d'un programme avionique, donc un programme avionique, c'est par exemple le 350 ou le 380 ou le 321 ou le 220 que vous avez ici, par exemple, à Montréal. Donc ça, c'est un programme. Et de ce programme-là, déjà, il y a un premier jumeau numérique qui va essayer de suivre l'évolution de ce programme-là. Et puis, suivre ce programme, c'est en fait coordonner un certain nombre de choses. C'est coordonner l'ingénierie. Donc, il va avoir toute la conception même du système avion, le nouveau avion que l'on veut concevoir. Et puis, au-delà de concevoir le nouvel avion, il faut aussi concevoir le système industriel qui va construire cet avion. Donc, où c'est qu'on va mettre des usines, comment on va transporter des moteurs, des ailes, etc. Est-ce qu'ils vont passer par bateau, par avion, etc. Et puis, de plus en plus, les avions ne sont pas vraiment le cash flow principal. Le cash flow principal, il vient du service qui est vendu par-dessus ces avions-là. Et donc, au moment où on raisonne sur le programme, dès le début, on commence à raisonner sur les services qu'on sera capable de vendre sur cet avion-là.
Et donc, c'est tout autant encore de jumeaux numériques qu'ils ont à coordonner les uns avec les autres, hein. Vous imaginez bien qu'un choix d'ingénierie ici a forcément un impact sur le système industriel qui va devoir le fabriquer. Et puis, ça a forcément aussi des impacts sur le service. Par exemple, si changer un boulon, ça prend 1 heure, bah, c'est mieux que de prendre 3 jours parce qu'il a fallu démonter 4 ou 5 trucs à côté pour pouvoir accéder au boulon. C'est aussi concret que ça. Et c'est ce type de coordination entre les jumeaux numériques que l'on fait pour essayer d'optimiser, in fine, le programme. Et puis tout ça, ça nous amène à un concept de nouvel avion, mais ensuite, il va falloir les fabriquer, et puis on va en fabriquer en chaîne. Et chacun des avions eux-mêmes vont avoir leur propre jumeau numérique, que ce soit pour Airbus lui-même, pour pouvoir continuer à prédire, par exemple, la maintenance, etc., ou que ce soit tout simplement pour vendre ce service-là aux compagnies aériennes, parce qu'elles veulent pouvoir justement raisonner sur leur avion en continu. Et si on regarde les jumeaux numériques des avions, ben, en fait, c'est eux-mêmes une composition de plein de jumeaux numériques, que ce soit les tanks, les trains d'atterrissage, la structure, les moteurs qu'il y a dessus, etc. Sachant que d'ailleurs, celui-là, il n'est même pas donné par Airbus, mais il va être donné par le fabricant de moteurs, donc GE, Rolls-Royce, Safran, etc. Donc voilà, juste pour vous montrer que, donc déjà, on se pose la question de comment on couple les modèles dans un jumeau numérique, et puis on se pose aussi la question de comment on couple les jumeaux numériques eux-mêmes, de manière à pouvoir s'échanger un certain nombre d'informations. Et donc justement, au dernier workshop à Bel Air, c'était le sujet même. Et donc là, il y a un article en cours de soumission, mais autour des stratégies d'intégration. Et donc là, il y a un certain nombre de stratégies d'intégration qui intègrent soit les jumeaux numériques comme un tout, ou qui viennent plutôt intégrer des parties, par exemple, qu'un modèle de ce jumeau numérique que je vais coupler avec tel autre modèle de tel autre jumeau numérique, etc. Bon, et puis voilà, donc ça je passe, mais donc plein de travaux actuellement autour de qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique. Vraiment, c'était la question. On commence à avoir une idée un tout petit peu claire qui nous amène même sur des modèles un peu conceptuels de tous les concepts que l'on peut retrouver. Alors, ceci est quelque chose que je suis en train de faire avec nos collègues allemands, mais en fait, c'est juste yet another conceptual modèle des jumeaux numériques. Il y en a plein. Le seul avantage de celui-là, c'est qu'il essaye d'être un tout petit peu unificateur. Certains focus uniquement sur les composants logiciels, d'autres uniquement sur les services, etc. Donc, on essaye un peu d'agréger un peu tout ça. Mais donc voilà, on en est en gros aujourd'hui à l'étape où on a une assez bonne compréhension de qu'est-ce que c'est. Et se pose maintenant la question des challenges que ça a soulevé, et en particulier autour du couplage, soit en interne, soit entre jumeaux numériques. Cette architecture, elle commence même à être standardisée, juste pour vous montrer vraiment que c'est très récent. Si on regarde en termes de standards industriels, on a un premier standard autour des jumeaux numériques qui a été publié en 2021 par l'ISO et qui fournit une architecture de référence. Donc, elle est en 4 parties, et la deuxième est vraiment sur architecture de référence. Mais l'architecture de référence, en fait, vous l'avez devant les yeux. Vous voyez, c'est un niveau d'abstraction qui dit tout et rien, pour le coup. Pour vous montrer que même d'un point de vue standard industriel, on en est vraiment au début. Et alors ça, c'est le processus classique de la standardisation industrielle, hein. On commence par des choses très, 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 très abstraites, hein. Et puis, petit à petit, quand on va évoluer dans la connaissance du sujet, il y aura évidemment de nouvelles versions de ce standard-là qui viendra préciser ces différents éléments-là. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer à l'heure d'aujourd'hui où on en est, à la fois d'un point de vue académique, mais également d'un point de vue industriel. Et puis, d'un point de vue toujours industriel, il y a un consortium un consortium international, mais plutôt nord-américain, c'est pour ça que je l'évoque ici, qui est le Digital Twin Consortium, qui essaye de driver justement toutes les initiatives industrielles autour du jumeau numérique, et en particulier les initiatives de standardisation qu'il peut avoir, mais également d'éducation, enfin, en termes de training, d'apprentissage, etc. Et donc là, je vous montre juste en fait les différents types de services et les différents composants qu'ils ont identifiés comme nécessaires à l'intérieur d'un jumeau numérique. Alors évidemment, on n'a pas toujours besoin de tout, hein, ça dépend en fonction des usages. Mais l'aspect que j'aime bien quand même montrer sur cette figure-là, c'est que très souvent, les gens pensent derrière jumeau numérique, simulation numérique, et ils assimilent un peu les deux, et ils se disent c'est juste le nouveau nom de la simulation numérique. Alors non, évidemment non, et vous voyez, la simulation en fait bien partie, mais c'est juste un élément parmi tous les autres éléments. Et donc ça réembarque tout ce qui a été fait en termes de simulation physique et multiphysique, mais pas que, il y a toutes les autres problématiques qui viennent se rajouter derrière la notion de géométrie. Voilà. Alors, en conclusion un peu de tout ça, si on voulait un peu
qualifier ce que c'est qu'un jumeau numérique. Là, je reprends la définition de notre collègue Andreas Workman de l'Université de Stuttgart. Donc, c'est un système logiciel. Donc, c'est en ça que ça me concerne en tant qu'ingénieur logiciel. C'est vraiment un système logiciel qu'il faut qu'on apprenne à concevoir et à développer, qui utilise des données, des modèles et des services pour représenter dans un but donné et pour manipuler dans un but donné un système originel, souvent dans notre cas des systèmes ingénierie de type cyberphysique. Voilà. Alors évidemment, j'ai soulevé plein de questions et on n'est pas les seuls à se les poser. On est plein. Il y a toute une communauté qui est en train de se construire, une super communauté d'ailleurs, qu'on appelle souvent EDT pour Engineering Digital Twin. Alors une communauté qui prend plusieurs facettes, hein. Une première qui est une série de séminaires en ligne. Donc, vous pouvez aller dans votre navigateur, taper edt.community et c'est un séminaire tous les mois que l'on a. On a commencé à faire ça depuis maintenant plusieurs années et donc on a toute une collection sur une chaîne YouTube de toutes les présentations de types de jumeaux numériques qui nous a été faites et ça permet de voir vraiment l'hétérogénéité des types de jumeaux numériques que l'on peut avoir. Enfin, vraiment, c'est principalement industriel. On va dire il y a un tiers d'académiques qui ont présenté les 2 tiers d'industriels et ça vous montre diversité que l'on peut avoir à la fois dans le type de système physique et à la fois dans le type de service que l'on attend dans nos jumeaux numériques. Et puis, donc, d'un point de vue plus académique, et d'ailleurs, on retrouve Francis, hein, il y a eu une série de workshops adossés à la conférence Models qui a existé depuis 2021 et qui s'est arrêtée donc en 2023 parce que donc, dès 2024, on passe à l'échelle avec cette fois-ci une nouvelle conférence qui sera aussi adossée à Models, mais qui sera une conférence en tant que telle, qui s'appelle EDTConf et dont la première édition donc, aura lieu en 2024. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai. C'est pour ça que je l'ai mis un peu en plus, mais là, je peux m'arrêter là ou j'ai encore quelques minutes. Je vais conclure. Alors, j'aurai accès aux slides. Là, il y avait tout un ensemble d'exemples que nous, on a traités, mais qu'importe finalement. Hormis un peu de pub quand même pour Twin IT, parce que ça, c'est une startup qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps autour justement de jumeaux numériques de conception. Et donc, si vous êtes intéressé par simulation multiphysique et comment interagir avec une simulation multiphysique pour pouvoir explorer l'espace de conception et faire de l'optimisation, c'est exactement ce que construit la startup Twin IT. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et hop, ce moment de pub étant passé, je conclus. Donc, finalement, j'ai plus ouvert plein de questions que d'essayer d'y répondre, hormis d'essayer d'avoir un peu qualifié qu'est-ce que c'est et de vous montrer là où on a été aujourd'hui. Bah, finalement, vous avez vu, il reste plein de questions, hein. On avait tout juste à comprendre le concept. Des questions qui nous concernent d'autant plus en tant que chercheur en ingénierie logicielle, qui est finalement quelles sont les approches pour automatiser possiblement la construction de ces jumeaux numériques. En particulier, on a plusieurs thèses actuellement sur regarder comment on peut utiliser les systèmes de conception, les modèles de conception, pardon, pour automatiser la construction non seulement du système physique, mais également en même temps le jumeau numérique. Beaucoup de questions autour de la modélisation collaborative et en particulier donc dans cette modélisation collaborative, comment on rend interopérable et composable à la fois les composants de jumeaux numériques et des jumeaux numériques en tant que tels. Et puis au-delà de ça, il y a plein d'autres challenges qui se posent. Alors toujours des challenges dans le monde de la simulation numérique, en particulier parce que de plus en plus dans les jumeaux numériques à l'exécution, on est à ressources contraintes, alors soit des ressources de calcul, soit des ressources de temps, qui fait qu'on ne peut pas rouler des simulations numériques qui prennent des semaines. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur comment on peut avoir une espèce de compromis entre fidélité et performance de nos simulations. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent actuellement là-dessus et qui sont originellement plutôt du domaine du HPC et de la simulation numérique. Beaucoup de travaux aussi à faire dans les systèmes distribués, parce que ces jumeaux numériques, à un moment donné, il va falloir les déployer et se poser la question de où on les déploie, comment on les déploie. Si on compose plusieurs jumeaux numériques, par exemple de la ville intelligente, finalement, comment ils sont déployés et comment collaborent ces différents jumeaux numériques. Comment je mets ça sur du cloud, quelle périodicité je vais récupérer mon information, etc., etc. Donc, je pose beaucoup de questions. Et puis, au-delà de ce système, de cet aspect distribué, il y a possiblement l'aspect entreprise étendue. Typiquement, si je veux coupler le jumeau numérique de l'avion avec celui du moteur de l'avion,
celui du moteur de l'avion, il a été construit par Rolls-Royce ou GE, et autant dire que les modèles numériques qu'il y a dedans, ils ne vont pas être donnés à Airbus ou à Boeing. Donc il va falloir à un moment donné trouver un moyen de faire collaborer ces jumeaux numériques, y compris en prenant en compte la propriété intellectuelle et donc ce contexte d'entreprise étendue. Se posent évidemment plein de questions autour de comment on intègre ces modèles prédictifs. Alors, j'ai évoqué l'hybridation des types de modèles, mais il y a aussi quel type de modèle d'apprentissage machine il est pertinent d'avoir, comment on les utilise. On sait que ça a besoin de beaucoup de données, que ça a besoin de beaucoup de ressources de calcul, et donc c'est tout ce qu'on n'a pas dans les jeux numériques la plupart du temps, donc se pose quand même ce genre de questions. Et puis, à la fin de la journée, sens anglais, se posent quand même des questions autour de la sustainability, au sens où très souvent les jumeaux numériques sont quand même utilisés pour faire de l'optimisation, en particulier de l'optimisation énergétique ou autre en lien avec la sustainability, mais va quand même se poser la question que notre jumeau numérique ne consomme pas plus que ce qui nous permet de saver par ailleurs. Et donc, il y a quand même tout un compromis à trouver entre finalement qu'est-ce que coûte un jumeau numérique par rapport à ce que ça rapporte. Et donc, cette balance-là est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'est même pas dans la capacité d'évaluer. On sait très peu ce que c'est, donc très peu ce que ça coûte à construire et à opérer. Et on a peu de retours d'expérience sur finalement ce que ça nous a permis vraiment d'améliorer, d'optimiser ou de saver en termes d'énergie. Donc là aussi, il y a pas mal de travaux à faire autour de ça. Voilà. Dernier slide qui est juste un récapitulatif de ce que je vous ai dit, hein, donc générer des modèles, les jumeaux numériques, les différents challenges que l'on a autour des jumeaux numériques. Et puis, vu que j'ai introduit là-dessus, je reboucle la boucle. Je suis là pour pas mal de semaines sur des discussions potentiellement en lien avec les jumeaux numériques, mais aussi sur d'autres sujets. Moi, je travaille beaucoup issu de l'ingénierie des langages, et donc sur la conception et l'implémentation de langages. Donc, si vous êtes intéressé pour parler d'ingénierie des langages, de langage dédié, en ce moment, on a pas mal de travaux dans l'équipe autour de tout ce qui est programmation live et polyglotte. Comme je vous ai dit aussi, on travaille beaucoup autour du calcul scientifique, et donc on se pose beaucoup de questions autour de qu'est-ce que ça veut dire que vérifier, valider du calcul scientifique, qu'est-ce que ça veut dire débugger du calcul scientifique, qu'est-ce que ça veut dire tester du calcul scientifique. Et puis, pas mal de travaux autour de la variabilité, et ça, avec grand plaisir pour en parler. C'est d'ailleurs le talk que j'ai fait à l'UDM. Et puis, de plus en plus, on va vers une ingénierie de plus en plus continue, hein. Il n'y a pas juste design time et runtime. En fait, on ingénieur continue nos systèmes. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'avais envie d'évoquer. Alors, j'ai encore fait aucun slide, mais c'est un sujet que j'avais envie d'évoquer à SEMTL le 2 mai. Donc, si vous êtes disponible et si vous souhaitez venir et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, un peu de l'ingénierie continue, c'est quelque chose que je devrais évoquer normalement au cours de mon exposé le 2 mai. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Des questions? Vous avez des questions, ça va grand plaisir. Une question, des fois utilisé pour modéliser des êtres humains, par exemple, je sais pas, dans les contextes de disciplinés ou de service personnalisé. Ouais, alors. Des capteurs, je trouve, télécom. Ouais, il y a beaucoup de travaux alors, autour de l'humain, mais de ce que moi j'en connais autour de l'humain, c'est plutôt dans le domaine de la santé. Voilà. Et après aussi, non, c'est énormément utilisé au-delà de l'humain pour des systèmes naturels de type la planète, autour des raisonnements pour des questions de changement climatique. Donc ça peut être, alors le jumeau numérique, nous en ce moment, on travaille sur le système eau, parce que voilà, en France, on a de plus en plus de problématiques d'eau l'été. Et donc, se pose la question d'avoir un jumeau numérique des différents bassins versants, de voir l'état des bassins versants à un instant T, et puis d'aider les pouvoirs publics dans l'aménagement du territoire pour qu'ils puissent prendre des décisions informées à partir de ces jumeaux numériques-là. Des jumeaux numériques autour aussi de la nutrition. Donc, je dévie encore un peu, mais qui mêle à la fois le corps humain et à la fois les aliments, et donc d'essayer d'utiliser ces jumeaux numériques pour aussi optimiser un certain nombre de propriétés autour de la nutrition, en lien souvent avec des maladies particulières. Mais bon, voilà. De ce que je connais, et c'est ce que vous retrouverez d'ailleurs dans edt.community, il y a des exemples, de ça. Il y a un autre exemple qui est très très marrant, alors sur l'humain. C'est un ancien doctorant à nous qui a monté une startup aux États-Unis, donc il y a de plus en plus d'achats en ligne de vêtements.
Et le gros problème de sustainability derrière l'achat en ligne de vêtements, c'est qu'il y a beaucoup de renvois et donc il y a beaucoup de transports. Et donc l'idée, c'est de minimiser le nombre de renvois. Et donc la startup, ce qu'elle développe, c'est la capacité de construire un jumeau numérique de soi-même à travers la caméra de l'ordinateur. Donc le but, la startup, elle vend à tous les e-commerce, finalement, la capacité de construire le jumeau numérique de soi-même et de pouvoir essayer au plus juste les différents vêtements que l'on pourrait vouloir acheter en ligne. Je vous laisse imaginer la complexité, hein. Il faut que tous les plis, machin, enfin, il faut que tout ça, ça... L'idée étant que si on se rend le plus réellement possible compte de ce que ça va donner sur soi, eh ben, on va faire des choix informés, et donc des choix d'achat informés, et donc il y aura peut-être moins de renvois derrière. La startup explose en ce moment, vraiment, ouais, explose. Et donc, enfin, voilà, il y a toute cette difficulté de représenter l'humain, de représenter comment un vêtement va être dessus, etc. Donc c'est super aussi intéressant, mais c'est complètement différent, mais c'est marrant comme use case. Il y a quelqu'un qui a fait le commentaire que, à l'aéroport de Montréal, il travaille sur les jumeaux numériques depuis une dizaine d'années. Ouais. Alors, je ne sais pas dans quel contexte, hein, mais j'imagine dans les systèmes de gestion de crise, souvent, c'est utilisé. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là ou c'est dans des contextes d'optimisation. Donc, je peux tout à fait imaginer soit pour optimiser un certain nombre de flux ou autres dans l'aéroport, soit au contraire dans des situations de crise, pour être dans la capacité de prendre des actions de reconfiguration au plus juste en fonction de l'état de l'aéroport. Mais ouais, c'est complètement pertinent, en tout cas. Et ça, je ne sais pas s'il y a des contacts ou des papiers là-dessus. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais en tout cas, s'il y a des éléments, moi, je suis super intéressé pour avoir des éléments là-dessus. C'est très intéressant. Une question? Comment on peut utiliser les jumeaux dans des réseaux 5G? Dans les, pardon? Dans les réseaux 5G. Dans les réseaux de télécommunications. Ouais, alors les opérateurs de télécom font ça. Alors, nous à Rennes, on a Orange hein, qui est pas très loin. Donc voilà. Eux, pour l'instant, en tout cas de ce que j'en connais, hein, vraiment de ma connaissance à moi, ils, donc, ils sont passés au SDN, au Software Defined Network, et la 5G, ce n'est que ça. La 5G, pour ceux, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la 5G, hein, mais c'est que des microservices déployés. Hein. Donc, c'est que des microservices déployés. Ah oui, on peut se déployer un réseau 5G là localement. On prend les quelques microservices, on se les déploie et on a notre propre réseau 5G à nous. Il suffit juste, si on le veut plus global, bah, que tous les microservices interagissent les uns avec les autres. Mais en fait, se déployer un réseau 5G, il n'y a rien de plus simple, c'est juste déployer un ensemble de microservices qui communiquent les uns avec les autres. Tout a été vraiment mis au niveau virtuel. Et il n'y a plus d'équipement dédié de type routeur ou autre. Tout ça, ça marche sur des machines complètement génériques et toute la spécificité a été mise dans les composants logiciels. Et donc, vu qu'ils sont passés au SDN, pour l'instant, moi en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est que la boucle de rétroaction, elle est vachement encore intégrée au système lui-même. Donc je dirais plutôt qu'ils ont des systèmes adaptatifs plus que vraiment des jumeaux numériques tels que je les ai présentés ici. Mais alors, c'est clairement pertinent et c'est vers là qu'ils vont aller. Et alors, moi, je n'en ai pas encore entendu parler, par exemple, de Orange, mais ceux qui m'en ont parlé, c'est plutôt Airbus Defence and Space autour des satellites, mais exactement pour la même raison des satellites de télécommunication. Comment avoir des jumeaux numériques des satellites de télécommunication? D'autres questions? Question sémantique, jumeaux, clonage. Alors là, je ne sais pas. Ouais, là, Joker? Voilà, c'est ça. Le mot clone n'est pas trop utilisé et je me suis jamais posé la question, donc c'est pour ça que je préfère pas répondre. Parce que possiblement, il faudrait y réfléchir, mais en tout cas, le mot clone n'est pas trop utilisé dans la communauté jumeau numérique. Mais est-ce que c'est parce que juste ils avaient un autre mot au départ et bon, il faudrait que sémantiquement, il faudrait que je pense réfléchisse plus précisément à la différence que ça pourrait avoir ou pas. C'est ça, exactement. D'autres questions? Moi, je renouvelle mon CRSNG cette année. Je suis encore en train de réfléchir sur quel sujet je vais pouvoir travailler. Mais dans le fond, je me dis, je pourrais par exemple, parce que moi, je suis madame antipatron, je sais pas si... Ouais, ouais, j'aime bien, ouais, j'aime bien, ouais. Donc, je me dis, tu sais, je pourrais par exemple identifier c'est quoi les bonnes... Parce que là, on parle de conception au départ, quand tu as présenté euh, ton séminaire, tu nous as dit, ben, je vais vous présenter comment construire des systèmes, des jumeaux numériques. Puis je me dis, ben, tu sais, on doit avoir des bonnes pratiques
dans la manière dont on les conçoit, d'un point de vue architectural, d'un point de vue conceptuel, puis aller aussi au niveau de technique. Donc, d'identifier Tout à fait. comment on devrait Exactement. les concevoir. Et je pense, point alors, de je vue, pense qu'il y en a à tous les patron, niveaux, anti-patron. mais le premier lieu où il y a plein d'antipatrons à avoir, c'est sur l'aspect connectivité. Finalement, à quelle périodicité on vient récupérer les informations, comment on les récupère, comment on s'assure qu'il n'y ait pas trop d'incertitudes autour de ces données-là, etc. Il y a plein d'antipatrons à avoir. Par exemple, l'antipatron de récolter plein de données qu'on n'en a que faire, ça n'a aucun sens. Mais par contre, se poser la question au plus juste en fonction des services de la périodicité à avoir. En fait, il ne faut pas décider d'une périodicité, il faut qu'elle soit drivée par le besoin des services qu'on a par-dessus. Et donc ça, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que qui peut le plus peut le moins. Et donc, on a une connectivité qui collecte un tas d'informations, qui nous met ça dans le Digital Shadow, et puis charge au service après d'aller chercher ce qu'il a besoin. Et en fait, ça a un coût énorme. Ça a un coût en termes de ressources, ça a un coût en termes de calcul, ça a un coût en termes de mémoire. Et donc, ce n'est pas du tout raisonnable et ce n'est pas du tout sustainable de continuer dans ce sens-là. Et d'un point de vue architectural, c'est quoi l'architecture de ce genre de système? On parle de systèmes distribués basés sur des microservices. Ouais, alors ça, je pourrais rentrer dans. J'ai un cours là-dessus, mais donc conceptuellement, on retrouve toujours une gateway qui est la connectivité, un moteur qui va ensuite coordonner à la fois des données, on retrouve ici et toute la notion de modèle, mis à disposition de ces services-là. Ça, conceptuellement, c'est les gros composants que l'on a. Et après, tout ça, là, est-ce que c'est déployé dans le cloud? Alors là, il y a de tout. Dans ceux qui fournissent aujourd'hui des éléments de construction, il y a Amazon, Microsoft et Dassault. Ah non, Amazon et Microsoft qui pourront amener des choses plutôt dans le cloud. Mais par exemple, si je pense à Dassault Systèmes, qui avec son 3DS essaye d'aller à fond sur les jeux numériques, ce n'est pas du tout l'objectif d'aller dans le cloud, mais au contraire d'être on-premise et de distribuer sur les différents serveurs de calcul, etc. Et donc là aussi, ça va dans tous les sens. Ouais. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a des systèmes qu'on peut évaluer? C'est des systèmes de jumeaux numériques sur lesquels on peut faire des expérimentations, comme tu disais, faire des études empiriques, observer les phénomènes pour pouvoir identifier clairement les problèmes et puis après proposer des solutions. Ça me semble un peu difficile. Alors, il y a beaucoup de business derrière. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de connaissances métiers qui sont peu partagées par les industriels. Donc, si on pense en termes de use case industriel, il y en a à travers les collaborations industrielles, mais très peu qui sont publics. Et par contre, il y a des travaux, alors justement, dans les exemples que j'avais, nos collègues allemands, alors nous, on suit un peu, mais nos collègues allemands sont un peu plus avancés. D'ailleurs, la photo, on a quelque chose d'à peu près similaire à Rennes, mais pas d'aussi bien. Donc, j'ai préféré prendre la photo de nos collègues de Stuttgart. Et donc, ils ont tout un case study public autour de chaînes de production. Et donc, voilà, les chaînes de production, ils les ont repris à travers des équipements Fisher Technics que l'on peut piloter à travers des jumeaux numériques. Et donc, on fait plein d'expérimentations. Et alors, ça, par contre, tout est open source. Ce qui est open source, alors, les équipements, il faut les acheter, mais tous les modèles sont open source. Ils sont soit définis par Fisher Technics eux-mêmes, soit définis par nous-mêmes. Et jumeaux numériques par-dessus, c'est un GitHub, un repo GitHub public. Donc, d'un point de vue académique, il commence à en avoir. Toujours pareil avec les Allemands en premier. D'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore pour l'invitation. N'hésitez pas à me contacter par email ou autre, avec grand plaisir.